Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir en cette veille de Noël. Noël arrive bientôt. J'avais envie de venir vous parler d'un thème qui est précieux pour moi, qui concerne l'âme, l'âme et les mémoires. Mais je voulais vous parler d'un thème, un angle avec l'âme un peu différent aujourd'hui. D'abord, mon nom est Simon Leclerc et comme à chaque fois, j'aime apporter quelques nuances sur le parcours évolutif du retour à la conscience élargie qui représente notre essence, qui représente d'où on vient et où on retourne. Certains vont imaginer que l'incarnation et la réincarnation est une erreur dans le cosmos parce qu'on vit l'impression d'être captif sur Terre. Mais quand on comprend l'âme et les mémoires, quand on comprend le sens et le but de l'évolution de l'âme, le chemin est beaucoup plus facile à comprendre et à expérimenter. Pourquoi je parle de l'âme et des mémoires? D'abord, si on veut imaginer l'âme, dans mon livre, je dis que l'âme, c'est la bibliothèque du voyage. Puis je sais que certaines personnes sont un peu heurtées par cette image-là parce qu'ils ont l'impression qu'on réduit l'âme à une bibliothèque dans laquelle on fait juste accumuler des livres. Il faut comprendre le sens de la bibliothèque comme étant la partie de nous qui se souvient à notre place. Donc on pourrait dire que si j'ai oublié d'avoir déjà été un voyageur dans d'autres pays, l'âme s'en souvient. Donc déjà, le sens de la bibliothèque fait référence à l'âme qui a la vue d'ensemble du voyage. C'est vraiment important de le comprendre à ce niveau-là. Mais l'autre élément qui est important, c'est qu'on parle souvent des illusions de l'âme. Mais en fait, concrètement, l'âme n'a pas d'illusion. L'âme, puisqu'elle est la bibliothèque du voyage, ce qu'elle cherche à faire, c'est à aller chercher les livres manquants. Donc, en d'autres termes, les leçons incomplètes, l'âme, elle veut les compléter. Son but n'est pas de juger les leçons et de dire celle-ci est importante, celle-ci est banale, c'est d'aller chercher les leçons de nos expériences. Comment on fait ça? À travers le processus sensations, émotions. J'en ai souvent parlé, les sensations et les émotions, ce sont les portes d'entrée de sagesse. Donc, c'est pour ça qu'elles sont si importantes sur Terre. Maintenant, on peut se perdre dans l'océan des émotions. On peut passer nos journées à brasser la soupe de notre misère humaine et comme on a été abandonné, trahi et tout ça. Et je ne suis pas en train de banaliser l'expérience, mais je suis en train de dire qu'on peut passer des journées à ressasser des expériences qui ont été marquantes, ou on peut les nier et faire comme si c'était jamais arrivé, ou se battre et en vouloir et nourrir de la colère et tout ça. Dans tous ces scénarios-là, on ne parle pas de sagesse. La sagesse, pour moi, c'est vraiment le rendez-vous avec l'expérience. On arrête tout, on rentre dans son corps, on s'en va vraiment ressentir ce qu'on a vécu et on le laisse bouger quelques minutes, 2, 3 minutes. Et ensuite, il y a un allègement qui s'installe parce qu'on vient de dégager le corps émotionnel du poids de la mémoire et l'âme va aller chercher la sagesse et c'est là qu'on retrouve graduellement le point zéro. Pourquoi je dis graduellement? C'est parce que des fois, il y a aussi des croyances, des conditionnements, mais le chemin nous conduit vers le point zéro et c'est là, à partir du point zéro, vous pourrez écouter ma dernière capsule, à partir du point zéro où on peut vraiment créer sa réalité. On ne peut pas créer la réalité si on est embrouillé dans une histoire avec laquelle on a des jugements, des réactions, de la colère, et là ensuite on veut changer ce scénario-là, mais ce scénario-là ne nous a pas encore transmis la sagesse. Donc la mémoire est encore au terme d'expériences non complétées. Donc si je reviens à mon histoire de l'âme et du grand voyage, pour imaginer l'âme et sa bibliothèque, on va imaginer un voyageur. Imaginez quelqu'un qui prépare des voyages, quelqu'un qui a fait le tour du monde, puis qui est allé au Chili, en Inde, en Australie, qui est allé en France, qui est allé au Canada, qui est allé en Amérique latine, voyez-vous. Et imaginez que la personne qui planifie les voyages, c'est l'âme. Imaginez que l'âme, elle a préservé la mémoire ancestrale de tout le voyage. Dans le grand corps de l'âme, tout le voyage est demeuré intact. On a accès à toutes les facettes du grand voyage. On pourrait dire que pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance si on a été un roi, une reine, un itinérant, peu importe ce qu'on a vécu pour l'âme, ce sont tous des sagesses
qui nous font évoluer, des expériences qui nous font évoluer. Ce qu'on appelle une mémoire, c'est une expérience incomplète. C'est une expérience qui a généré des jugements, des réactions, de la colère, du ressentiment, peu importe le type d'émotion là-dedans, et que ça n'a jamais été géré jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au lit de mort. Et à la mort, ça devient un dossier incomplet. Dans mon livre, j'appelle ça des valises. Ça devient une valise qu'on a laissée à la gare du train. Et quand on reprend un corps, la valise revient. Donc, quand on retourne dans la lumière, on n'amène pas la valise, mais on la laisse derrière. Et la valise, à quelque part, elle nous rappelle dans l'incarnation. Je dis souvent aussi, le processus de réincarnation n'implique pas de revenir chercher nos valises. Elle implique de revenir évoluer. Et l'âme profite de cette occasion-là pour nous ramener les valises. Je ne vais pas simplifier l'expérience de l'incarnation en disant on est sur Terre juste pour guérir nos mémoires, puis après ça on est ailleurs. Mais il faut comprendre que les mémoires, l'âme se sert de l'incarnation pour nous ramener les mémoires. Donc si je reviens à mon exemple, imaginez que chaque voyage, c'est une incarnation et qu'on est à la fois la partie de nous qui planifie le grand voyage. Ça, c'est vraiment l'âme. L'âme est la partie de nous qui s'est projetée dans la matière pour aller vivre les leçons. Donc, chaque leçon fait partie de l'évolution de l'âme, mais l'âme reste en lien avec la matière. Bien sûr, si on vivait sur une autre planète, l'âme serait en lien avec cette autre planète-là, mais puisqu'on est sur Terre, l'âme préserve le lien avec les incarnations sur Terre. Pourquoi on sépare l'âme et l'esprit? C'est parce que pour moi, je vous laisse votre propre définition, mais pour moi, c'est pas la même chose. L'esprit, c'est la partie de nous qui a préservé sa conscience universelle, qui a préservé depuis le tout début la conscience de provenir de la source, d'être partie intégrante de la source et d'avoir l'état de conscience de la source, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on a tous à l'intérieur de nous une partie de nous qui n'a jamais perdu sa connexion à la source. L'âme, elle est en lien avec le voyage et les expériences et donc les mémoires. Pourquoi on parlait des illusions de l'âme? C'est que certains disent que l'âme a des illusions, mais l'âme n'a pas des illusions. L'âme, dans ma définition bien sûr, l'âme veut que la partie incarnée aille au bout des expériences. Et si la partie incarnée a des illusions, l'âme va devoir composer avec les illusions. Et c'est pour ça qu'on dit que le karma, à quelque part, est une illusion, parce que le karma est associé à une mémoire qui n'a pas été gérée sur Terre. Quand on retourne dans notre lumière, on a l'impression qu'on a une dette. Et c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est l'impression que le dossier incomplet doit être réglé en allant expérimenter l'autre facette de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une illusion. Et bien sûr, on pourrait dire, débarrassons-nous des illusions, puis ensuite on va retrouver notre lumière. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que si on a vraiment cru qu'on devait être puni ou être ceci ou cela pour ce qu'on a fait, l'âme va vouloir aller vivre l'expérience de la punition. C'est pour ça que certains associent le voyage de l'âme à l'illusion, parce qu'on se dit, c'est une illusion, il faut se débarrasser de l'illusion. Peut-être que ce chemin-là fonctionne, mais pour moi, j'ai compris dans mon approche qu'on doit aller au bout de l'illusion. Et aller au bout de l'illusion, ça veut dire se permettre de ressentir la fameuse punition ou l'impression qu'on doit en payer le prix. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tous les gens qui vivent des situations difficiles ont à quelque part cru qu'ils méritaient cela. Au niveau de l'âme. En fait, au niveau du grand voyage. Et puisqu'on a cru qu'on méritait cela, l'âme, elle veut nous amener au bout de nos leçons. Elle va donc nous faire vivre la punition qu'on croit mériter. Et c'est là où la nuance est importante. On veut à la fois être cohérent avec cette partie de nous qui croit qu'on mérite ceci ou cela, donc lui donner un espace, la ressentir, la laisser bouger en nous, et en même temps savoir que ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. C'est une illusion de croire qu'on mérite d'être puni, qu'on est indigne de la lumière de Dieu, qu'on est indigne.
Vous savez, les catholiques disaient ça. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ça vient de cette indignité-là. C'est une illusion de croire cela, mais si je le crois, vous comprenez que ça va devenir ma réalité. Et l'âme, elle va vouloir me faire vivre l'expérience de mon indignité. Donc, voyez-vous, l'âme est très liée aux mémoires, l'âme est très liée aux illusions, mais l'âme ne crée pas l'illusion. C'est vraiment la partie incarnée, la personnalité, on pourrait dire l'ego humain, qui, lui, crée l'illusion de devoir être puni parce que j'ai fait ceci et je crois dans mon impression que je dois absolument le vivre pour mieux le comprendre. Dans un sens, c'est vrai aussi, parce que si j'ai créé, prenons un exemple simple mais très courant. J'en vois presque un par semaine dans mes soins. Presque une fois par semaine, je vois une histoire comme ça. C'est les fameux mariages arrangés, les relations arrangées. On le voit beaucoup dans la culture indienne, les mariages arrangés, vous avez entendu parler de ça, les castes, puis là, il faut se marier avec quelqu'un de la même caste parce que sinon, il y a comme un désaveu de la famille, puis c'est comme si on souillait la famille. Donc, ça a été vécu, mais pendant des années, là. On ne parle pas juste de récemment. Des siècles et des siècles passés, j'en voyais beaucoup, mais ça s'est vécu dans beaucoup de cultures aussi. Oui, il y a le mariage arrangé à l'indienne, mais il y a aussi des cultures très, très matriarcales, hermétiques. Tout le monde est ensemble, on est marié avec quelqu'un du voisinage. Les cultures italiennes qui sont très fortes avec la famille, la maman, la grand-maman qui est déçue parce qu'on est en amour avec quelqu'un qu'elle désapprouve, puis la pression familiale qui fait qu'on a l'impression qu'on peut bien marier cette personne-là, mais ça va être le déshonneur dans la famille, et finalement, cette pression-là est tellement le dessus qu'on finit par choisir d'aller vers quelqu'un de plus acceptable. Voyez-vous, toute la famille des mariages arrangés. Les mariages arrangés, pour moi, c'est l'expérience d'intrusion. C'est-à-dire, je choisis que tu ne peux pas marier cette personne-là. Donc, moi, de l'extérieur, que je sois un parent, une sœur qui a de l'influence, une mère, un père, une société, mais une société dont les paroles sont véhiculées par la famille ou les proches. Donc, on pourrait dire quelqu'un qui s'est impliqué dans l'ingérence de choisir un mari ou une épouse pour une personne, va créer invariablement un choc. Pourquoi un choc? C'est parce que quand on retourne dans la lumière, imaginez que cette expérience a eu lieu, on a forcé quelqu'un à se marier avec cette personne-là, puis on a désapprouvé cette relation-là, puis on est un père ou une mère autoritaire, là, puis on a vraiment utilisé notre influence. Vous comprenez que peut-être que nous-mêmes, on l'a vécu dans une autre vie, puis qu'on s'est dit, ben moi, j'ai eu un mariage malheureux, arrangé, ben il n'est pas question que mon enfant ou mon proche ait un mariage heureux. Donc, il peut y avoir un peu de ça dans le sens que on a accepté qu'un mariage, n'était pas pour l'amour, donc il n'est pas question qu'on autorise l'amour autour de nous. Mais voyez-vous que peu importe la raison qui a motivé l'action, si au niveau de l'âme, je me suis ingéré, vous comprenez que j'ai les mains salies en cours de route. C'est comme si je m'étais mis les mains dans le plat de bonbons, comme on dit. C'est-à-dire, je me suis sali les mains dans l'équation. Donc, que je le veuille ou non, que ce soit culturel, familial, peu importe, je me suis mélangé dans l'histoire du mariage arrangé. Je reviens à l'âme. Maintenant, imaginez que cette expérience-là n'a jamais été pacifiée. On est resté, puis c'est ainsi, on n'a pas fait de pardon, puis il n'y a rien qui s'est réglé. On retourne dans la lumière. Là où on retourne au niveau du voyageur. Vous vous souvenez, imaginez que là, j'ai fait un voyage au Chili, puis je redeviens le voyageur. Il y a ce qu'on appelle la deuxième mort. Vous irez écouter ma capsule sur la deuxième mort. Le voyage à la fin de la vie ne veut pas dire qu'on retourne à l'âme. Il veut dire qu'on quitte le corps physique, on retourne dans le corps astral, et de là, il y a un processus de détachement et de désidentification qui implique aussi le pardon. C'est-à-dire me pardonner dans cette vie-ci d'avoir fait ceci ou cela. Et ce moment-là va ouvrir l'espace à accéder à quelque chose de plus grand de nous. On dit retourner dans notre lumière. Et de là,
on retrouve le grand plan de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'on est fusionné au complet avec l'âme, mais on retrouve le fil conducteur, la raison pour qu'on s'est incarné, la précédente vie qui a peut-être justifié la nouvelle et compagnie. Donc, on a une vie d'ensemble. Quand on retourne au niveau après la vie, mais en passant, on peut le faire même dans un corps, on n'a pas besoin de mourir, mais vous comprenez que c'est après la vie-là où on a accès à une vision plus large, nous redonne accès à l'âme et à son grand parcours. Mais en même temps, on se souvient de la leçon d'avoir, dans cette expérience précise, dans mon exemple, le voyage au Chili, je me suis ingéré dans les choix de quelqu'un de proche de moi. Quand je retourne là, je me souviens que ça n'a aucun sens, ce voyage-là, comparé à l'ensemble. En d'autres termes, que j'ai forcé deux êtres humains à se réunir au niveau terrestre, alors que c'est les âmes, ce sont les âmes qui veulent se retrouver. Donc, forcer deux êtres à se retrouver qui n'ont pas choisi au niveau de l'âme, vous allez me dire, ils l'ont choisi, bien sûr, ils l'ont choisi à quelque part dans l'espace que je viens de nommer, c'est-à-dire la punition. Mais ils n'ont pas choisi profondément en eux de dire « je vais aller vers cet être que je n'aime pas ». Ils vont plutôt avoir choisi d'accepter l'influence d'une personne parce que, et d'aller vers quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est un choix indirect. Et bien sûr, au niveau de l'âme, on a choisi de s'incarner dans ce contexte-là. Donc oui, il y a un choix, mais vous comprenez que ce n'est pas un choix de magnétisme d'âme. Donc ce choix-là, quand on retourne dans notre lumière, on comprend presque instantanément l'illusion et l'incohérence d'avoir forcé deux êtres à être ensemble parce qu'il fallait, pour les images, la famille et compagnie. Ce sens-là n'a plus aucune logique quand on retourne dans le voyage de l'âme. Et ce passage-là, on le comprend assez rapidement. Quand on quitte la Terre, on retourne dans la lumière, on dit « Oh, OK. Là, je comprends que j'ai forcé deux êtres à se marier ou à être ensemble, et je me suis impliqué avec tout mon feu, ma fougue, pour forcer ce mariage-là. Et là, je comprends tout d'un coup l'illusion et la tristesse, à quelque part, d'avoir, je vais le mettre entre guillemets, gâché la vie d'une personne. » Et là où ça devient intéressant dans le cadre de notre capsule, mais d'un point de vue évolutif, c'est de comprendre qu'à partir de là, il y a l'impression qu'il y a une dette. C'est-à-dire la personne qui a forcé l'autre à se marier va avoir l'impression qu'elle lui doit quelque chose. Elle lui doit quoi? La liberté, l'amour, la bienveillance. Qu'est-ce que ça va créer dans l'énergie? Une mémoire qui fait qu'on a un rendez-vous avec la personne. On va redonner un rendez-vous avec cette personne-là et on va la retrouver peut-être sous la forme d'être son enfant, d'être quelqu'un qui est très proche, une sœur, une cousine. Et là, on a l'impression qu'il faut que cette personne-là retrouve sa liberté, sa joie. Et tant que cette personne-là n'aura pas trouvé sa liberté, sa joie, on va être croisé avec elle, on va être lié avec cette personne-là. Et à ce moment-là, notre bien-être dépend du bien-être de l'autre. Et là, on ne comprend pas pourquoi ça devient quelqu'un qu'on doit sauver, qu'on doit le rendre heureux. Je ne sais pas pourquoi ma sœur, quand elle m'appelle, bien malheureuse, tout en moi est déséquilibré. Il faut que j'y trouve des solutions, il faut que je l'aide, il faut que je lui prête de l'argent, il faut que j'essaie de la rendre heureuse. Puis des fois, elle est suicidaire, je vais essayer de l'aider à s'en sortir, je vais lui amener du bonheur, voyez-vous. Et là, je ne suis pas neutre. Je suis chargé de mon impression, ma mémoire, qui dit « j'ai gâché sa vie ». Je le mets entre guillemets, j'ai gâché sa vie, donc je lui dois de réparer ça. Et je ne m'en souviens plus. L'âme s'en souvient. Et l'âme va donner le rendez-vous. Et comment est-ce que l'âme va s'arranger pour que le rendez-vous ait lieu? Elle va nous faire vivre au niveau émotionnel la culpabilité. Dès que je vais voir la personne en déséquilibre, « Oh, mon Dieu, ma sœur ou ma mère n'est pas bien, il faut que je joue vous comprenez, ou la personne dans mon entourage n'est pas bien, il faut absolument que j'intervienne. Il faut que je la sauve, il faut que je la laisse, il faut que je la rende heureuse. » Et à ce moment-là, l'intervention va être brouillée, parce qu'elle ne sera pas au point zéro, elle va être brouillée par ma dualité, par ma mémoire. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me faire vivre, non pas la résolution, elle va me faire vivre l'expérience pour que je choisisse d'aller au bout
de la charge émotionnelle de la culpabilité, qui est en lien avec l'impression que c'est de ma faute, ou du moins que j'en ai pas fait assez pour cette personne-là. Et toutes ces mémoires-là vont chercher ma lumière. Elles vont me demander d'avoir vraiment un processus d'intériorisation pour comprendre l'illusion d'avoir cru que j'étais responsable de cette personne-là, pour remonter à l'autre illusion qui me fait croire que c'est de ma faute si j'ai pris du pouvoir sur cette personne-là, pour ultimement me ramener au pardon d'avoir pris du pouvoir sur la personne. Et c'est là que je vais terminer la leçon. Et en me pardonnant d'avoir pris du pouvoir sur la personne, je vais me pardonner d'avoir cru que je méritais d'être puni en me croisant énergétiquement avec cette personne-là. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire un vrai choix, un détachement ou un recadrage de la relation, mais elle n'aura plus l'emprise sur moi qu'elle avait avant. Et là, je vais pouvoir recréer ma réalité à partir du fameux point zéro, où là, je vais pouvoir installer une nouvelle réalité dans laquelle je peux me placer au centre de mes priorités. En passant, se placer au centre de ses priorités ne veut pas dire, je dis souvent, ne veut pas dire d'être égoïste puis de penser juste à soi. Ça veut juste dire de ne pas s'oublier dans l'équation. Donc, si on reprend le voyageur, l'âme, vous comprenez qu'elle cherche à terminer les dossiers. Et si vous voulez avoir une sensation de l'âme, allez dans un espace de méditation et retrouvez la sensation d'une partie de vous qui a la vue d'ensemble. Vous n'avez pas besoin d'avoir les détails de vos autres vies. Faites juste vous placer dans un état où vous l'imaginez. Imaginez une partie de vous qui a la vue d'ensemble et qui se souvient de tous les voyages et qui fait les liens. Une leçon incomplète et rapportée sur la prochaine vie et ainsi de suite. Pour comprendre que la vie actuelle, c'est le carrefour de tout ce voyage-là. Donc, on n'a pas besoin de comprendre ça. C'est juste que quand on comprend ça, on est capable de donner de la perspective à nos drames et à nos situations complexes, parce qu'on comprend qu'elles ont été créées dans un but évolutif. Et si on veut vraiment en extraire la sagesse, ça nous demande deux éléments. Ça nous demande de nommer, d'identifier ce que je vis. OK, je ne sais pas pourquoi je me sens coupable par rapport à ma sœur ou ma mère ou mon enfant ou quelqu'un dans mon entourage. Je me sens coupable, je me sens responsable. Donc ça, c'est la première étape. Nommer, arriver à nommer. Parfois, ça peut prendre beaucoup d'énergie à juste nommer. On a besoin d'un conseil, d'un reflet, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la situation, mais juste le nommer. C'est mon approche, entre autres, d'arriver à aider les gens à nommer, à juste le nommer pour dire, OK, là, tu vis ça, puis tu penses que c'est ça le problème, mais finalement, il y a une autre histoire derrière. Donc, nommer, et souvent, le reflet, le principe du miroir est un bel outil pour ça. On arrive à nommer en ressentant ce qu'on voit devant nous. Donc, nommer, et la deuxième étape, le ressentir. Vraiment le ressentir, le laisser bouger émotionnellement ici, 2 ou 3 minutes en s'assurant d'être bien dans son corps. Et par la suite, on peut recréer sa réalité. On peut réémettre des intentions, des pensées ressenties, des intentions pour créer une nouvelle réalité là où il y aura véritablement un espace de liberté. Et on va pouvoir retrouver son pouvoir sur Terre. Donc, si je termine ce petit enseignement d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'âme, qui est la partie de nous qui s'est projetée dans la matière et qui garde le fil conducteur. J'ai parlé de l'esprit, qui est la partie de nous qui n'a jamais perdu le contact avec la source. La conscience d'être liée à la source. L'âme est liée à la source, je veux juste être sûr que vous comprenez bien. Mais l'âme n'a pas l'état de conscience de la source, elle a l'état de conscience d'être liée à la source. L'esprit a l'état de conscience d'être la source, c'est comme une cellule, une conscience de Dieu, de la source associée à notre incarnation. Et le troisième élément de cette trinité-là, c'est le fameux corps, le corps physique, mais le corps énergétique, le corps émotionnel, toute la partie de nous qui permet à ce voyage-là de prendre une forme concrète dans une dimension. Donc, pour moi, la trinité, corps, âme, esprit, c'est ce que nous sommes. Et le lien de ces trois éléments-là, c'est ce que
le Maître Jésus appelait le Christ, l'énergie christique qui est à l'intérieur de nous, symbolisée par le chakra du cœur, qui relie ces trois éléments-là à l'intérieur d'un seul cœur en pulsation, d'où, moi je l'appelle la cellule de Dieu en nous, d'où émane, c'est la première cellule qui a été créée à l'origine quand on était conçu comme individualisation de la source. Donc, c'est la cellule christique qui est à l'intérieur de nous. Donc, voilà comment j'avais envie de vous partager ce grand parcours. Si vous avez envie de venir approfondir certaines mémoires. Des fois, les gens, ils viennent... j'aime bien dire aux gens, venez me voir si vous avez un thème. C'est pas parce que je sais qu'il y en a qui sont curieux et qui veulent comprendre, mais je vous dirais, là où c'est beaucoup plus efficace, mon approche, c'est si vous avez quelque chose que vous vivez, là, vous tournez en rond. Ça peut être aussi une maladie. Ça fait drôle à dire un peu, mais plus la maladie est grosse et évidente, je ne parle pas d'une maladie grave, je dis une maladie évidente. Plus il y a quelque chose d'évident, plus c'est facile à trouver. Parce que plus c'est gros, plus l'information est accessible facilement. Maintenant, la clé, ça va être de changer le regard. Si on s'est jugé, on s'est culpabilisé, la guérison va impliquer un changement de regard. Mais à la base, cette origine-là est facile à trouver. Donc, plus le thème est gros, je vous le dirais comme ça, plus c'est facile à l'identifier et plus les soins sont efficaces parce que là, on arrive à changer le regard sur quelque chose qu'on peut facilement nommer. Quand c'est plus subtil, ça va aussi, mais ça demande plus de chemin pour y arriver. Donc, je vous dirais, moi j'aime bien œuvrer, travailler avec un thème précis. Donc, si vous avez un thème que vous voulez traverser, puis je vous le dis dans toutes les directions, je ne me mets pas de limite. De toute façon, c'est l'âme qui nous donne la carte à suivre. Donc, je ne me mets pas de limite sur le thème, mais quelque chose que vous aimeriez comprendre et transformer dans votre vie. Et là, ça va me faire vraiment plaisir de vous accueillir en consultation individuelle. Et si vous voulez venir vivre l'expérience d'amplifier votre connexion avec la source, ben, je vous invite à venir à mon atelier Redevenir souverain. Le prochain est le 20 janvier 2024. Alors, je vous souhaite d'ici là que vous veniez me voir en individuel, en atelier ou que vous écoutiez simplement ces capsules. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et je suis très heureux de venir vous partager ces petites capsules. On se revoit en 2024. Et je vous souhaite une très belle... je vais avoir le temps de vous le souhaiter la prochaine fois, mais je vous souhaite quand même un beau passage vers l'année 2024. Merci. Au revoir.